Bonjour à tous et bienvenue. Cette téléconférence est enregistrée. Les participants sont en mode écoute. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, appuyez sur étoile 0. Les participants sur l'Internet doivent se servir de la fonction clavardage. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Lynn Stevenson, présidente du conseil d'administration de la FCISS. Merci. Alors, je souhaite d'abord vous remercier d'être des nôtres pour cette célébration de l'amélioration des soins de santé. C'est particulier d'être à distance, mais on s'habitue, n'est-ce pas? Alors, nous avons beaucoup de chance d'avoir des distingués invités, panélistes, membres du personnel et administrateurs de partout au Canada et même de l'étranger. J'aimerais d'abord signaler que je suis sur le territoire ancestral des Premières Nations de Esquimalt et je les remercie. Au cours des 8 dernières années, la FCISS a travaillé côte à côte avec des partenaires comme vous pour accélérer l'identification, la diffusion et la mise à l'échelle d'innovations éprouvées dans le domaine des services de soins de santé. Bientôt, la FCISS fusionnera avec l'Institut canadien pour la sécurité des patients afin de créer un seul organisme centré sur la qualité et la sécurité, doté d'une capacité accrue d'amélioration des services de santé pour tout le Canada. Mais avant de tracer cette nouvelle feuille de route, nous avons voulu prendre un moment pour réfléchir à ce que nous avons réalisé avec nos partenaires et ailleurs dans le monde pour tous les Canadiens. Alors, nous sommes fiers de notre toute récente évaluation quinquennale et je souhaite mettre en exergue quelques éléments extraits de cet examen indépendant. Alors, nous sommes très fiers que l'on reconnaisse que la FCISS a grandement contribué à accélérer l'amélioration des services de santé et d'ailleurs que nous avons surtout amélioré l'expérience des patients, des résidents et des familles et que nous avons surtout amélioré leurs résultats de santé. Alors voici un aperçu du travail réalisé en 2019-2020. Nous avons passé en revue notre plan stratégique que nous avons mis à niveau et je pense que ces chiffres vous montrent bien à quel point nous avons touché toutes les provinces, tous les territoires du Canada. Et voici ce que je vous présentais sur le plan de l'examen indépendant. Nous avons amélioré l'expérience des patients, la santé des patients, la vie professionnelle des prestataires ainsi que l'efficacité. Cela fait partie des efforts que nous consacrons dans tous nos programmes et donc nous sommes très heureux de constater que nous avons fait des améliorations, des progrès importants dans ces domaines. Mais évidemment, on s'en voudrait de ne pas remercier tous nos partenaires pour leur apport à l'amélioration partout au Canada, car évidemment, lorsque l'on facilite l'amélioration, on se rend compte que l'amélioration est un sport d'équipe. Et on s'en voudrait aussi de ne pas non plus reconnaître le fait que ces résultats s'appuient sur les travaux établis par la FCRSS, notre prédécesseur. Je crois que l'ancien PDG de la FCRSS, Jonathan Lomas, est parmi nous et je souhaite aussi remercier les autres PDG, Maureen et George, qui sont également parmi nous. Sans eux, nous ne saurions pas où nous en sommes. De même, les anciens présidents et présidentes du conseil d'administration de la FCRSS sont avec nous et j'aimerais souligner leur contribution ainsi que les autres présidents et administrateurs du conseil de la FCASS. Et que maintenant, évidemment, qui seront maintenant administrateurs de cette nouvelle entité fusionnée avec les CSP. Il faudra aussi souligner le talent, les capacités et l'engagement de notre personnel. Ils sont ceux qui sont la cheville ouvrière de ce que nous avons réalisé. Ils sont vraiment le cœur, le cerveau et les bras de l'organisme. Nous venons d'organiser une réunion du conseil hier et tous les administrateurs ont reconnu que on ne serait pas là où on est sans un personnel si formidable. Alors, nous avons beaucoup à célébrer. Évidemment, c'est emballant d'avoir cette nouvelle aventure qui nous attend, mais on peut un peu regretter
peut-être cette période de la FCRSS et de la FCISS. Alors justement, si vous avez quelque chose à souligner au sujet de la FCISS ou de la FCRSS, je vous invite à l'écrire dans la boîte de dialogue et nous allons examiner vos observations au fur et à mesure. Alors sur ce, je vais céder la parole à la présidente et chef de la direction de la FCISS, Jennifer Zellmer, qui animera notre table ronde sur l'état de l'amélioration des services de santé. Merci Lynn et merci à vous tous. Bonjour, où que vous soyez, même au Royaume-Uni. Alors nous sommes ravis d'avoir cette occasion de réfléchir avec vous au passé, au présent et à l'avenir de l'amélioration des services de santé au Canada comme ailleurs. Et d'ailleurs, je me réjouis de discuter avec vous collectivement. Alors, chacun de nos panélistes peut maintenant prendre une minute pour se présenter. C'est bien plus intéressant que lire vos notices biographiques, ce qui peut être assez drabe. Alors, dites-nous qui vous êtes avant qu'on amorce la conversation. Julie, je vous invite à commencer. Ah, Julie, vous êtes en sourdine. Voilà, vous y êtes. Merci. Merci de m'avoir invité à cette séance avec nos illustres invités. Je suis responsable stratégique des partenariats avec les patients à la FCISS. Donc, un nouveau rôle, mais un rôle qui fait fond sur l'engagement et le leadership déjà établi avec les patients et leurs familles par la FCISS depuis de longues années. Alors, je suis ravie d'être ici pour parler de l'avenir des services de santé, tandis que nous passerons de cet historique de la FCRSS et de la FCISS et que nous amorçons cette nouvelle aventure avec la nouvelle entité. Nous avons beaucoup de chance d'être accompagnés d'un grand nombre de nos partenaires au téléphone également. Et un partenaire très important pour ce panel est Carole. Carole, je vous invite à vous présenter. Bien sûr. Bon après-midi, bonjour, merci de cette invitation à participer. Je suis directrice exécutive du Thunderbird Partnership ou de la Thunderbird Partnership Foundation. Nous sommes un organisme pan-canadien au service des peuples autochtones qui s'intéresse beaucoup à la santé mentale, dont entre autres les problèmes de toxicomanie et d'autres difficultés de santé mentale d'un point de vue très holistique de la personne dans son intégralité. Une chose unique par rapport à notre organisme, c'est que nous nous servons des connaissances traditionnelles autochtones pour établir nos plans de travail. Je suis dans la nation d'Alois, où se trouve le siège social de l'organisme. Merci. Merci à vous, Carole. Et là, on traverse l'Atlantique et bien les fuseaux horaires pour rejoindre un partenaire. Vous savez, Jim, vous représentez le reste de la planète. On ne veut pas vous mettre trop de pression, mais enfin. Bien, merci. Quel plaisir que de participer à ce panel. Vous savez, c'est un véritable plaisir d'être le seul homme blanc de ce panel. Ça, c'est un progrès énorme. Ça montre bien votre leadership. Je trouve qu'on ne pourrait pas demander mieux. Alors, je suis Jim Easton. J'ai travaillé pour le NHS toute ma carrière au Royaume-Uni. J'ai été PDG d'un hôpital. J'étais responsable aussi de l'amélioration de la qualité pour l'ensemble de l'Angleterre, ce qui était un privilège énorme. Pour le moment, je travaille pour un grand organisme privé qui fait des travaux intéressants dans les soins primaires, entre autres, et qui offre des services aux personnes précarisées. Et j'ai beaucoup de chance d'ailleurs d'être enseignant pour le programme Force, qui à mon avis est le meilleur programme de développement des cadres en matière d'amélioration des soins de santé. Merci Jim, nous avons beaucoup de chance que vous soyez des nôtres dans le cadre des programmes Force comme ici. Alors je suis Jennifer Zellmer, je suis PDG de la FCISS et je vous joins depuis le territoire non cédé des peuples Anishinabeg algonquins et j'ai beaucoup de chance de vivre ici à Ottawa. Et cela comprend aussi
l'apprentissage des traditions des gens de ce territoire. Et une de ces traditions, c'est d'apprendre des uns des autres, de partager ses points de vue, ses expériences, afin de pouvoir se rassembler. Justement, nous nous rassemblons différemment aujourd'hui en mode électronique, mais je suis heureuse de pouvoir le faire. Et la première question que nous allons poser à nos panélistes, et d'ailleurs, j'invite ceux qui participent au téléphone à continuer ou qui participent directement par le webinaire de saisir leurs observations dans la boîte de dialogue. Mais pour le moment, je demande aux panélistes quelle est la plus grande amélioration que vous ayez constatée depuis les 20 dernières années en service de santé. Vous savez, il me semble que parfois on ne réfléchit pas toujours au positif. On veut commencer par quelque chose de positif. Carole, je vous laisse commencer. Malheureusement, Carole, vous êtes en sourdine. Bien. Alors, je crois qu'on m'entend en présent. Bien. Alors, je crois qu'un des moments à célébrer, à mon avis, c'est la discussion des pratiques culturelles et des connaissances autochtones et les mesures prises en ce sens. Thunderbird tire son mandat de 3 cadres, dont le continuum des soins de santé mentale, un autre sur le renouvellement des forces et enfin un sur les connaissances autochtones. Ainsi, nous investissons énormément d'efforts et d'énergie de pair avec nos partenaires pour amorcer un virage important, c'est-à-dire d'avoir une conversation visant à sensibiliser et à mobiliser non seulement les communautés autochtones et leurs dirigeants, mais vraiment dans l'ensemble des systèmes où nous avons des partenaires et des interactions. Et un de ces virages importants vise à s'écarter de cette perspective déficitaire des populations autochtones à le rehaussement de leurs forces. Donc, amorcer ce virage dans la conversation. Et surtout, lorsque l'on parle de nos forces, il s'agit de reconnaître le fait que les peuples autochtones ont un système de connaissances appuyé sur des données probantes qui remontent à des générations et continuent d'exister aujourd'hui. Ainsi, notre système de connaissances et nos pratiques culturelles appuient le bien-être, le mieux-être. Cette conversation commence à prendre son envol au Canada. Cela fait partie des dimensions de la santé, mais c'est également ce que l'on apporte dans le cadre de nos partenariats avec des organismes comme la FCISS. Et on le constate surtout dans le cadre d'un projet collaboratif de la promotion de la vie commune. C'est-à-dire que dans le cadre de cette conversation, il y a eu un effort concerté, très concret, que l'on sentait, que l'on entendait, que l'on voyait, que l'on pouvait effectivement vivre, c'est-à-dire l'envie d'écouter pour comprendre, ne pas présumer. Bon, par exemple, je connais les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, ainsi je sais de quoi vous parlez. Ou alors je connais des autochtones ou des organismes autochtones, ainsi je sais de quoi vous parlez. Non, c'était une forme d'écoute très ouverte pour que l'on puisse ensemble identifier ce qui devait changer et ensuite façonner ce changement ensemble. Ainsi, je dois dire félicitations à la FCISS pour cet investissement interne. Comment l'organisme peut-il appuyer et encourager ce genre de conversation? Pour moi, c'est un fait saillant des 20 dernières années et comment cela s'est répercuté sur d'autres réseaux et d'autres conversations. Merci, Carole. Je pense qu'on pourra continuer d'écouter pour mieux se renseigner dans le cadre de la conversation d'aujourd'hui, mais évidemment bien au-delà aussi. J'ai oublié dans mon introduction de dire à Jim que vous deviez être accompagné d'un autre homme sur ce panel, mais malheureusement, il doit envoyer ses regrets. Monsieur Beaumont ne peut être des nôtres. Ainsi, vous représentez tout votre genre, Jim. Et quelle est, à votre avis, la plus grande amélioration depuis les 20 dernières années? C'est une excellente question, vous savez. Je pense qu'il faut aller au-delà des milliers d'améliorations que l'on peut repérer pour mettre en exergue des
projets qui porteront fruit pour de longues années. Le premier, c'est le changement dans la compréhension des professionnels et des dirigeants, c'est-à-dire que leur travail comprend l'amélioration de la qualité au quotidien. Il y a 20 ans, les gens pensaient qu'il fallait se rendre au travail pour s'acquitter de ses fonctions, mais de plus en plus, on comprend que les organismes comme le vôtre, doivent être améliorés. Ça, c'est fondamental. Et la deuxième chose est encore plus importante, sans doute à mon avis, et cela se rattache à ce que disait Carol Hopkins, c'est-à-dire qu'il y a un changement fondamental entre les gens et les systèmes qui prodiguent les soins et ceux qui les reçoivent. Et il y a 20 ans, certainement au Royaume-Uni, les gens devaient être des bénéficiaires de soins passifs. Et c'était aux prestataires de déterminer ce qui correspondait le mieux aux besoins des bénéficiaires. Et à présent, on est loin de la coupe aux lèvres, mais on reconnaît à présent qu'il existe un partage des décisions et que le patient, sa collectivité, doit aussi contribuer à la décision, de sorte que l'on puisse créer un véritable partenariat. Et je sais que la pandémie de la COVID-19 nous a forcés à comprendre qu'on ne peut pas tout résoudre exclusivement par la médecine ou exclusivement par des mouvements sociaux. Il faut créer des partenariats. Et votre mouvement, votre organisme fait partie de ce cheminement. Mais, comme je le disais, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que ce travail est bien amorcé. Jim, c'est vous qui devriez animer cette séance, car je vais rebondir sur ce que vous disiez pour céder la parole à Julie Dury. Julie, à votre avis, quelle est la plus grande amélioration depuis les 20 dernières années? Eh bien, j'ai l'impression que Jim Easton vient de me donner la meilleure planche de lancement. Vous savez, lorsque vous avez posé la question, Jennifer, j'ai pensé à mon expérience vécue dans le domaine des maladies rares et des problèmes thérapeutiques complexes. Et j'ai vu des progrès formidables dans la recherche, la technologie, surtout en matière de génétique ou le séquençage génétique qui prenait des mois et coûtait une fortune, peut maintenant être offert à des enfants, à des adultes, de sorte que l'on puisse obtenir un diagnostic pour des maladies rares en quelques semaines. Et l'accès est beaucoup plus aisé avec des frais de loin inférieurs. Alors, on ne pourrait avoir cette conversation sans véritablement réfléchir aux progrès technologiques et en matière de recherche. Évidemment, il reste beaucoup de progrès à faire, mais sur une note très personnelle, en tant que maman d'une enfant qui était atteinte d'une maladie rare, c'était important. Et mon autre point de vue, c'est le fait que le partenariat avec le patient représente beaucoup plus. On a beaucoup parlé de soins centrés sur le patient ici au Canada. On n'y est pas encore. On aime bien croire qu'on est arrivé, on a passé le fil d'arrivée. Or, ce n'est pas le cas. À mon avis, un système centré sur le patient, c'est ce vers quoi il faut tendre, et c'est le cas. Le fait que le principe soit accepté, le fait que l'on permet aux patients de s'investir dans leurs soins, et le fait qu'on comprend que le patient doit contribuer à la prise de décision et aux soins eux-mêmes. Et il y a cette évolution bien au-delà de cela, c'est-à-dire, et si les patients participaient davantage au système de santé? Donc, depuis quelques décennies, on constate une boucle de rétroaction. On demande aux patients, qu'est-ce que vous pensez de ce programme, de cette pratique? Et les patients donnent leur avis, leurs conseils. Il se crée des conseils consultatifs de patients. Les patients sont davantage inscrits dans le tissu lui-même du système. Et ces changements se produisent depuis 10-20 ans. Plus récemment, je dirais que cela s'est accéléré, c'est-à-dire que les patients ont maintenant des rôles de direction dans les organismes. Ils font partie de conseils d'administration, très précisément en raison de leur expérience vécue et de leur savoir, c'est-à-dire qu'ils savent créer un environnement qui puisse vraiment favoriser le partenariat avec le patient. Et ça, c'est vraiment en balance. C'est, à mon avis, là que se trouvent les plus grands progrès. On sait que, avec la COVID-19, on a vu un recul. Certaines de ces conversations ont régressé. Les patients ont été mis de côté et les gens ont décrié cette situation. Ce qui nous a ramené à cette idée que toutes les voies doivent faire partie d'un système de santé bien rodé,
au service de tous. Alors, ce sont des progrès en ballon et je suis très fière de faire partie d'un organisme comme la FCISS qui a vraiment été un phare dans le domaine. On fait énormément de mentorat avec des organismes régionaux, territoriaux, provinciaux. On fait énormément d'encadrement grâce à nos projets collaboratifs pour des équipes qui viennent chez nous, qui veulent appuyer les partenariats avec les patients. On essaie de les aider en ce sens et même dans le travail de formation des cadres comme Force. Nous avons des gens comme nous qui enseignent à ces cadres. Et donc, je pense qu'il faut lever son chapeau à un organisme comme la FCISS et d'ailleurs, je me réjouis de voir les progrès que nous ferons à l'avenir. Merci, Julie. Je trouve que c'est fascinant de voir ce que l'on peut réaliser sur le plan des développements très particuliers, par exemple du point de vue génétique, comme vous le disiez, Julie, mais aussi de manière beaucoup plus générale, on peut parler d'un mouvement social dans le domaine de la santé. Lynn, avez-vous quelque chose à ajouter sur le plan des changements importants depuis une vingtaine d'années? Eh bien, je préfère rebondir sur ce que disaient Carol Hopkins et Julie Drury, c'est-à-dire cette reconnaissance qu'il y a d'autres moyens. C'est le thème que j'entends dans les observations, c'est qu'il y a d'autres moyens de réfléchir et de voir ces choses. Et je pense que le groupe de Carol Sancott et Julie Drury nous l'ont enseigné, c'est-à-dire qu'il faut être humble, modeste. On présume savoir et on le fait à tort. Et je pense que fondamentalement, il faut comprendre qu'on doit travailler avec et non pour les patients. Julie nous a dit lors d'une téléconférence qu'on n'est pas un cobaye. Alors, je pense qu'il faut comprendre que nous avons un peu dû remettre les pendules à l'heure. C'est pas toujours facile, vous savez, on s'enlise dans ses habitudes, mais je pense qu'on peut accélérer l'apprentissage lorsqu'on écoute véritablement. Et c'est ça, à mon avis, le changement important. Et c'est ce que je soulignerai dans le travail de la FCISS. Merci, Lynn. Et d'ailleurs, c'est une réflexion très importante, c'est-à-dire que à peu près nous tous qui travaillons dans l'amélioration, nous sommes des optimistes. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut toujours être mieux, mais on veut accélérer cette amélioration le plus possible. Alors peut-être que c'est justement un bon moyen de se tourner vers l'avenir. Julie, dans vos remarques, vous avez un peu parlé de l'avenir. Alors je vais vous céder la parole la première. Alors au cours des 20 prochaines années, à votre avis, quelles seront les améliorations les plus importantes à améliorer? Et je vous encourage au téléphone aussi à inscrire vos réflexions dans la boîte de dialogue. Julie, à vous. Eh bien, écoutez, je me suis penchée sur la question depuis que vous nous avez posé la question à l'avance. Alors, la liste est longue. Je vais tâcher de m'en tenir aux points principaux pour laisser une partie de mon temps à Carole et Jim. Écoutez, en ce qui me concerne, je reviens à cette question de participation et de partenariat avec les patients et leurs proches aidants. On peut faire encore beaucoup plus. Je pense qu'il faut être très clair. Il faut être très direct. Depuis 6 à 7 mois, on a pu constater à quel point on a fragmenté cette relation et les décisions sont prises peut-être pour de bonnes raisons, mais sans que l'on tienne compte du point de vue de toutes les voix. Des politiques qui ont un impact important sur les patients sont prises et exécutées sans qu'ils aient voix au chapitre. Je pense que la COVID-19 a jeté un pavé dans la mer, mais il est important maintenant de se concentrer sur l'établissement de nouvelles relations ou sur la réparation des pots cassés. Je pense qu'il faut mettre à l'échelle cette volonté d'agir en partenariat avec les patients et les proches aidants. Et un autre élément important de ça consistera à veiller à ce que l'on crée de la place et que l'on donne une tribune aux patients et aux proches qui ont une expertise et les compétences pour prendre des rôles de direction. Leur point de vue par rapport au système de soins de santé est différent de ceux qui proviennent d'un poste de gestion ou d'un poste clinique. Nous l'avons tous vu au sein de ce panel. Il s'est opéré un changement important dans les tables de direction car les patients y participent. Et à cette fin,
les patients ne peuvent pas tous me ressembler, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas tous être une femme blanche de mon âge qui parle l'anglais ou le français. Ça signifie peut-être de nouvelles tables, ça signifie peut-être de nouveaux joueurs. Et parfois, il faut peut-être se débarrasser de la table, faire les choses autrement, penser de manière innovante. Et de nouveau, ça signifie qu'il faudra tous réfléchir ensemble à ce à quoi ça pourra ressembler, de sorte que l'on trouve l'équilibre. Et comme Lynn le disait un peu plus tôt, ça n'est pas facile. Ça n'est pas quelque chose pour laquelle on peut être formé. C'est vrai que on est un peu dans son carcan et il faut en sortir. Ça prend de l'énergie, ça prend des ressources et ça prend un leadership fort. Je suis reconnaissante du leadership de tous ceux dans le système qui reconnaissent l'importance du partenariat avec les patients et les proches aidants. Il nous faut davantage de champions comme eux. Merci, Julie. C'est très important justement de se rappeler que nous avons fait des progrès depuis 20 ans, mais pour rebondir sur ce que disait Jim, ça n'est pas terminé. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Et sur ce, je vous cède la parole, Jim, pour que vous nous disiez, pour les 20 prochaines années, à votre avis, qu'est-ce qui sera le plus important? Eh bien, quelques points. D'abord, 20 ans, c'est très peu de temps, mais aussi beaucoup de temps. C'est une période importante. Et les gens m'entendent, les gens qui me connaissent, savent que, bon, au Royaume-Uni comme au Canada, on estime que le système de soins de santé est un pilier de la société. Et donc, on a cette responsabilité de s'occuper de ce système pour les générations à venir. Il faut garantir ce système universel pour les générations à venir. Et il y a deux problèmes avec ça. Probablement pour les 20 prochaines années, c'est-à-dire que les chiffres ne correspondent pas à la réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser plus et sur le plan du nombre de gens non plus, ça ne va plus. Le nombre de thérapeutes et d'infirmières qui font le travail comme ils le font maintenant, ça n'est pas pérenne. Alors je me concentre sur le deuxième aspect, c'est-à-dire, pour le dire très clairement, le nombre de membres du personnel par rapport à la population ne va pas. C'est-à-dire que pour que l'avenir soit assuré, il faudra se servir de plus de technologie sans perdre l'humanité, sans perdre l'aspect humain des soins de santé. Il y a des moments dans le cheminement du patient où on a absolument besoin du contact humain avec le professionnel. Et trouver cet équilibre sera, à mon avis, le défi des 20 prochaines années. Je pense qu'il faut établir un lien plus étroit avec la communauté de la technologie pour voir comment parallèlement assurer ces progrès, c'est-à-dire sur le plan humain comme sur le plan technologique. Julie Dewey en parlait il y a un petit moment, c'est-à-dire qu'on a fait des progrès extraordinaires sur le plan technologique, mais quand on pense à son parcours de vie, le sien, celui de ses parents, de ses enfants, tout remettre à une plateforme technologique, ça ne correspond pas à nos aspirations. Alors je pense qu'il y aura de nouvelles compétences, mais il faudra trouver cet équilibre. Oui, il y a énormément de choses à comprendre dans ce monde changeant. D'ailleurs, depuis 6 mois, notre monde a radicalement changé. On n'aurait pas pu le prédire. Carole, vous avez parlé de l'importance des gens et de penser différemment. Alors, de votre point de vue, pour les 20 prochaines années, quels sont les changements qu'il faudra apporter dans le système de soins de santé? Eh bien, j'ai une longue liste d'épiceries aussi, mais je tâcherai d'être brève. Alors, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur l'équité. Je vous donne un exemple. Le Canada vient d'apprendre de la part des Nations Unies qu'on s'occupe mal de nos enfants. Et ce qu'on entendait par là, c'est que les Premières Nations, les Inuits, les Métis, ont de très mauvais résultats dans l'enfance. Leur santé mentale s'appauvrit. On a un taux plus élevé de suicide, de plus en plus de problèmes de toxicomanie. Cela attire notre attention à
l'individu. Mais on ne peut pas se concentrer sur les déficits, comme je le disais un peu plus tôt. Alors, comment peut-on comprendre l'expérience de cette personne et ensuite se déterminer quels sont les déterminants de sa santé? C'est une question d'équité. Il n'y a pas d'équité pour les Premières Nations. Alors, lorsque j'ai d'abord vu la question, je voulais tout simplement dire Premières Nations, Inuits, Métis, ils ont droit à la santé mentale, ils ont droit à la santé physique. Alors, sur le plan de l'équité, ça signifie s'occuper des questions comme le racisme dans le système de soins et la relation entre le prestataire de soins et les peuples autochtones. S'occuper et parler du racisme non systémique également, de sorte que l'on puisse paver la voie d'un avenir plus équitable. Toutes ces formes de racisme proviennent de la colonisation qui est toujours vécue par les peuples autochtones au Canada. Et on peut faire mieux. Et c'est grâce au partenariat, c'est grâce à des conversations ouvertes. Et il ne faut pas non plus craindre les choses qui nous effraient. C'est-à-dire qu'il faut parler ouvertement, endurer cette difficulté associée à l'ambiguïté. On veut tous savoir, mais en fait, il faut se permettre d'être authentique et de s'intéresser à l'autre pour apprendre, de sorte que l'on puisse démanteler ces obstacles et que l'on ait des résultats similaires pour tous. Pour les Premières Nations au Canada, on a eu une conversation par rapport à la santé autochtone. Et on s'est dit, bon, le bien-être autochtone, ce n'est pas seulement la santé physique, c'est la santé et le bien-être pour la personne tout entière, c'est-à-dire émotion, santé physique, santé mentale. Et si on a investi dans cela, la vision est la suivante, c'est-à-dire qu'on crée de l'espoir. Alors, si je pense à notre situation comme pays, s'occuper de nos enfants, c'est-à-dire s'occuper de l'avenir, il faut s'assurer que les enfants aient de l'espoir, qu'ils pourront avoir ce sentiment d'appartenance. Et ce n'est pas seulement le territoire physique qu'ils appellent chez eux, non, qu'ils ont ce sentiment d'appartenance à une société, de sorte que lorsqu'ils traversent le pas de la porte d'un établissement de santé, ils savent qu'ils seront traités avec dignité, avec respect, et qu'ils recevront des services qui leur correspondent, et que ces services correspondent à leurs besoins et contiennent compte de leur sécurité culturelle. Et grâce à des efforts en ce sens de santé mentale, que chacun comprenne qu'on a sa place dans le monde et que la vie de chacun compte. Alors, c'est un petit élément, mais même la reconnaissance du territoire que j'ai entendue au début de la séance aujourd'hui, c'est vraiment fondamental, car cela reconnaît que mon peuple est le peuple original de ce territoire. Nous avons des droits qui nous sont garantis par la Constitution canadienne et à présent, il faut continuer de travailler avec nos partenaires dans tous les systèmes pour avoir des conversations et pour remettre de l'ordre dans notre société de sorte que les peuples autochtones, les peuples de ce territoire soient reconnus comme un élément de la société qui a les mêmes droits en matière de santé mentale et de santé physique. Alors, on a beaucoup de chemin à faire. Il ne faut pas que ça prenne 20 ans, mais il faudra avoir des résultats très clairs. On parle de systèmes de santé de qualité. Nous avons d'excellents exemples. Ce n'est pas qu'on ne sache pas. On a de bons exemples. On sait qu'il faut investir dans des conversations autour de ces grands exemples pour éclairer la marche à suivre. Et on compte sur des partenariats avec la FCISS pour nous aider à réaliser nos ambitions. Merci. Merci, Carole. Et un grand, grand merci pour votre offre. Vous avez dit que nous pourrions compter sur votre partenariat dans l'avenir et c'est très, très important car il s'agit d'une mission essentielle. Comment portons-nous l'espoir ensemble?
Et comment pouvons-nous veiller à ce que cet espoir soit axé sur les données probantes, soit véritable, soit un espoir sur lequel on peut compter, pas un espoir naïf? Comment bâtir cette possibilité, créer cette occasion? Lynn, pour vous, où se situe l'espoir d'ici 20 ans? Où devons-nous déplacer le plus une montagne? Comme le dit Jim, chaque année dans le système de santé, c'est comme les animaux qui vieillissent plus vite que les humains, ou moins vite. 10 ans, c'est comme un siècle dans le système de santé. Ces séances sont des séances ouvertes et franches. Je ne me rappelle pas, depuis 20 ans, avoir participé à un panel où l'on ait parlé de ces questions. Le fait que Carole ait mis ça sur la table, pour moi, ça nous donne un cap. C'est la seule façon dont nous allons accélérer certains de ces changements. Et comme l'a dit Jim, si nous prenons le besoin de partenariat au sérieux, il faut que nous posions des jalons. J'ajouterai que nous devons être prêts à bouleverser les choses, à faire bouger les choses. On parle des adopteurs précoces, mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce sont les gens qui n'hésitent pas à perturber les choses, à déranger, ceux qui disent pourquoi pas. Au sein de cette nouvelle organisation, j'espère que nous serons ceux qui demanderont pourquoi pas. Et nos partenaires nous apportent ce qu'il faut pour cela. Je ne sais pas si nos amis de Santé Canada sont en ligne. Quand on est nouveau, on peut innover justement. Et pour établir un lien avec les observations que vous avez faites, Jim, tout à l'heure dans cette conversation, tandis que nous tâchons d'établir un équilibre futur en créant une ossature numérique du système de santé, comment renforcer la culture, la perspective, l'approche plus générale que nous voulons inaugurer au lieu de la compromettre, que ce soit à cause des données que nous utilisons pour alimenter l'intelligence artificielle. Donc, il faudrait que ce soit un outil pour améliorer l'équité, améliorer l'accès, pour nous faire progresser vers les objectifs que nous voulons mettre en œuvre dans le monde. Comment est-ce que, pour répondre à la question de Lynn, comment est-ce que nous pouvons demander pourquoi pas? Donc, une dernière question à poser aux panélistes. Et Lynn, je vais rebondir sur votre dernière question, pourquoi pas? Je vous invite à poser une question. Pourquoi pas? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire ceci? Selon vous, de quoi s'agirait-il? Quel est votre pourquoi pas? Julie. C'est la deuxième fois que je parle en premier. Je crois que mon pourquoi pas, je vais tricher un peu, il y en a plusieurs. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir un système d'information numérique sur la santé intégrée, digne du XXIe siècle, qui nous débarrasse des télécopieurs, qui donne aux patients le pouvoir de contrôler leur information en y ayant accès en temps réel, non pas par des portails multiples, le tout étant intégré dans l'ensemble du système de santé. J'ai donné une causerie à ce sujet il y a 2 ans, et j'ai été classé en 2e place derrière la docteure Danielle Wharton. Donc, j'ai été classé devant le docteur Chouinard, qu'on se le dise. Mais ce n'est pas nécessairement sous l'égide de notre organisation, mais cela nous intéresse à tous, non seulement pour les patients, les proches aidants, mais aussi les médecins, les organisations de santé. L'autre, pourquoi pas, c'est pourquoi ne reconnaissons-nous pas le personnel de santé non rémunéré, c'est-à-dire les proches aidants dont le travail vaudrait des milliards de dollars, qui, année après année, subissent le délestage des responsabilités du système de santé. Ils dispensent un traitement au foyer à leurs proches. Pourquoi ne songeons-nous pas davantage à la manière de rapprocher les soins du foyer pour soutenir ce personnel de santé non rémunéré? Pourquoi avons-nous déterminé que ces gens-là ne font pas partie des équipes de soins à l'époque de la COVID et que nous allons leur interdire tout accès à leurs proches, alors qu'ils dispensent à ceux-ci soins physiques, soutien émotif, continuité de soins, communication et j'en passe?
Je crois que les deux grands pourquoi pas, encore une fois, sont une question d'autonomie, autonomie des patients, autonomie des proches aidants dans le système. Voilà les deux éléments qui sont les plus importants pour moi dans l'avenir. Merci Julie d'avoir lancé le débat. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent dans la boîte de dialogue. Je vous encourage tous à le faire si votre question pourquoi pas n'est pas évoquée par les panélistes ou si vous voulez renchérir sur ce qu'ils ont dit. Carole, à vous, pourquoi pas? Alors j'ai quelques pourquoi pas. Le premier, pourquoi ne pouvons-nous pas établir des partenariats, des liens suivis entre le système de santé, les autorités de santé régionales, locales et les communautés des Premières Nations métis inuits, qui consisterait à investir dans ces populations afin que celles-ci puissent recevoir des services à domicile ou même avoir accès aux services pour commencer. Quand je songe aux opiacés, à la méthamphétamine et à leur impact sur les communautés des Premières Nations partout au pays, dans les zones éloignées et isolées, qui n'ont pas d'accès aux services de soins des toxicomanies. Alors, on constate un taux de décès accru attribuable aux toxicomanies, aux dépendances. Pourquoi ne pas faire en sorte que le système de santé réponde aux besoins des Premières Nations, des Métis et des Inuits en leur proposant des services quand ils en ont besoin et là où ils en ont besoin? Les Premières Nations, les gens des Premières Nations vivant dans des communautés éloignées ne devraient pas être obligés de quitter leur famille pour le reste de leur vie afin de bénéficier d'un service de dialyse, par exemple. Pourquoi ne pas faire en sorte que ces services leur soient offerts dans leur communauté? Pourquoi ne pas enfin clarifier le rôle et les droits le droit au bien-être en nous débarrassant des questions de compétences en ce qui concerne la santé mentale? Il y a une chicane, une dispute constante en matière de compétences, en ce qui concerne la santé mentale des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Pourquoi ne pas éliminer cette chicane et créer un mécanisme afin que ces populations puissent recevoir des soins en matière de santé mentale qui correspondent à leurs besoins? On pense au traumatisme intergénérationnel, des services tenant compte des traumatismes, des organisations dont les services tiennent compte des traumatismes. Cela s'applique à l'ensemble de la situation. Tout le monde parle de services éclairés par les traumatismes ou informés par les traumatismes, mais on ne parle pas de la façon dont on peut mettre ces services en œuvre dans les communautés aisément disponibles pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. On ne peut pas continuer à discutailler au sujet des compétences. Pourquoi ne pas clarifier cela une bonne fois pour toutes et veiller à ce que le système correct soit mis en place pour répondre à ces besoins? Je vais m'arrêter là, parce qu'il s'agit de deux pourquoi pas très très importants pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Faire en sorte qu'ils jouissent de leurs droits, c'est-à-dire le droit de se gouverner, droit de recevoir les services chez eux, là où ça compte, droit de recevoir des services qui sont sécuritaires au plan culturel, qui reflètent leur identité, qui reflètent leur culture, qui reflètent leur réalité. Merci. Merci, Carole. Beaucoup d'idées pour nous motiver dans nos progrès. Alors, Jim, pourquoi ne pas avoir le courage de faire de la prévention et pas du traitement l'élément le plus important du système de santé? Nous nous comportons comme si le département des autoroutes avait dépensé tout son argent, pas à poser des garde-fous le long des falaises, mais à créer des postes de secours en bas, en attendant les accidents. Nous créons une boîte à outils pour remonter en amont. Nous pouvons utiliser la technologie comme des appareils portables pour intervenir une semaine avant l'AVC, une semaine avant l'accident invalidant. Nous pouvons utiliser notre connaissance quant aux soins des enfants pour intervenir plus précocement et infléchir la trajectoire de santé des personnes pendant 40-50 ans. Mais nous préférons
créer des postes de secours au bas des falaises et passer à la télé en montrant à quel point nous réussissons à rafistoler les victimes d'accidents. Il faudra passer à un système où c'est excitant de poser des garde-fous, c'est excitant d'intervenir en amont, de permettre aux gens de vivre la vie qu'ils peuvent vivre. Jusque-là, nous ne prendrons pas vraiment au sérieux les soins de santé que la prochaine génération mérite. Comme vous l'avez dit, 20 ans, c'est une génération. Alors, il faut passer à l'action. Et vous tous avez mis à l'avant des défis audacieux, des questions que nous devons prendre très au sérieux et des occasions à saisir, des occasions de réaliser des changements fondamentaux en sécurité, en qualité, en matière de santé, de bien-être, et Jim, même au-delà. Alors, je vous remercie chaleureusement pour votre participation à ce panel. Lynn, à vous la parole et à vous d'évoquer les prochaines étapes. Merci beaucoup à nos panélistes. Moi, j'ai envie de raccrocher le téléphone et de passer à l'action. Ça a été vraiment ça a été emballant de vous entendre. Je suis honoré de participer à cette discussion. Rajouter un mot à ce qu'a dit Jim sur la prévention. Notre pays vient de découvrir la santé publique. Alors, il y a des occasions à saisir que nous offre la COVID. Et c'est là un thème sur lequel nous devons rebondir. Il ne faut pas perdre les opportunités que nous offre cette crise. Donc, ce que nos panélistes nous ont dit, outre les occasions extraordinaires qu'ils ont esquissées pour nous, c'est que nous ne pouvons pas agir seuls. Les membres du panel nous ont dit que nous ne pouvons pas supposer que les relations se noueront d'elles-mêmes. Auparavant, nous avons invité plusieurs partenaires à nous faire part de leurs souhaits pour l'avenir, et je crois que nous allons voir la diapositive. Non, pas encore, non, rien, nous n'allons rien montrer. Et c'est moi qui vais vous aider comment ajouter vos mots au nuage. Donc, comme vous pouvez le constater, j'espère que vous pouvez voir sur votre écran certains des mots qui ont déjà été envoyés. Ce que nous aimerions que vous fassions, ça fait un petit peu de participation là. Ajoutez votre mot au nuage de mots. Alors, je suis sûr que vous êtes beaucoup plus agile que moi. Suivez le lien affiché dans la boîte de dialogue. Vous devriez voir une nouvelle page s'ouvrir et une barre de dialogue. Vous pouvez afficher votre message. Songez à un souhait pour l'avenir en un ou deux mots et ajoutez-le à cette boîte de dialogue. Les mots peuvent être en anglais et en français, et si votre souhait contient plus d'un mot, vous pouvez les relier par des traits d'union. Ce qui va se produire en temps réel, c'est que vous verrez ce nuage évoluer, vous le voyez évoluer au fur et à mesure. Je vais vous donner un exemple. Chris Power, qui est chef de la direction de l'ICSP, qui est présente aujourd'hui, a été indéfectible dans son engagement vers l'impact collectif de nos organisations. Elle a joué un rôle fantastique à la direction de l'ICSP. Elle n'a pas relâché la pression qu'elle a exercée sur nous dans le cadre de ce nouveau partenariat. Elle va bientôt prendre sa retraite, mais son souhait pour l'avenir, auquel ont fait écho plusieurs partenaires que nous avons récemment consultés, c'est que nous fassions preuve d'audace. Et ce mot figure en bonne place dans le nuage de mots. Donc, l'audace, qu'est-ce que c'est? Nos panélistes nous ont proposé des idées très audacieuses et nous devrons nous rappeler ce mot d'ordre. Alors, je vois que vous pouvez suivre des instructions beaucoup mieux que moi parce que vos mots apparaissent sur l'écran. On voit le nuage changer en temps réel. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Ce n'est pas important simplement parce qu'on veut afficher des mots. Ce qui est important, c'est que c'est l'engagement pris par notre nouvel organisme fusionné d'être pertinent dans cette conjonction. Nous ne voulons pas simplement continuer de faire la même chose, et les panélistes nous l'ont bien dit. Nous n'allons pas parvenir à notre objectif. Pour en revenir à la COVID-19, parce qu'on ne peut pas avoir une conversation sans en parler, la COVID a
mis en relief l'importance non seulement de la santé publique, mais l'importance d'un système de santé résilient, axé sur la qualité et l'amélioration de la sécurité. Donc, nous avons, avec la création de cette nouvelle organisation, une occasion extraordinaire de parvenir à un niveau de qualité, de sécurité plus élevé et un plus haut degré de coordination dans les soins de santé dans lesquels les patients jouent un rôle véritable de partenaire. Alors, nos parties prenantes nous ont donné les consignes qui vont éclairer notre action. Être audacieux dans les actions que nous déclenchons pour changer le système. Faire preuve de clarté. Orienter nos actions en fonction de notre objectif, de notre raison d'être. Il faut que nous sachions clairement ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Il faut que nous sachions clairement ce que nous n'allons pas faire, car les occasions d'agir ne manquent pas. Nos parties prenantes nous demandent de nous tourner vers l'avenir et nos panélistes ont esquissé justement à quoi l'avenir pourrait ressembler. Renforcer la diversité et l'inclusivité. Dans l'avenir, c'est un élément qui est très très important. Songer à justement ce que c'est que l'inclusivité, ce que c'est que la diversité. Partager l'expertise, guider les autres. Je pense qu'il y a un élément important, c'est qu'il faut être guidé aussi par les autres, afin que nous ne devions pas une organisation qui fonctionne isolément. Faire preuve d'agilité, agir rapidement. Nous l'avons appris, cela nous l'a rappelé, la pandémie, il faut faire preuve d'un opportunisme stratégique. Nous allons être stratégiques, nous allons être opportunistes et nous allons agir de manière orientée, concentrée. On s'est tous retrouvés dans des situations où on se retrouve à disperser ses efforts à la recherche de fonds, à la recherche de bonnes idées. Il faut enraciner notre action dans nos premiers principes. Donc, nous vous avons entendu, je réponds à nos parties prenantes, nous vous avons entendu, et aux panélistes, nous vous avons entendu clairement. Nous allons être guidés par vos conseils, par vos avis. Alors que nous envisageons l'avenir avec nos partenaires et nos collègues de l'ICPS, nous sommes emballés face aux possibilités que nous offre cet avenir. Les occasions à saisir sont infinies. Mais avant d'entamer ce nouveau chapitre, je voudrais prendre un moment pour célébrer notre succès collectif au sein de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Il faut marquer cet instant afin que nous puissions nous le rappeler dans l'avenir. Alors donc, si vous souhaitez le faire, que vous pouvez le faire, allumez vos caméras afin que nos producteurs puissent prendre une photo de tout le monde en cet instant. Je ne sais pas comment vous le faites, mais les gens qui s'y connaissent savent le faire, je suis sûr que vous le pourrez. Donc, allumez vos caméras et si vous avez un verre ou une tasse à café, soulevez-la pour célébrer tout ce que nous avons réalisé ensemble et l'impact encore plus grand que nous allons avoir alors que la FCASS et l'ICSP conjuguent leurs forces au sein de notre nouvelle organisation pour améliorer les soins de santé avec et pour tout le monde au Canada. Donc, je porte un toast à l'avenir et à ses réalisations ainsi qu'au passé. Et je vous remercie de faire partie des deux. Nous savons que vous partagez ces objectifs et nous avons hâte de collaborer avec vous pour les réaliser. Nous savons que dans l'avenir, au sein de notre nouvelle organisation, nous pourrons compter sur vous tous pour nous conseiller, pour nous corriger le cas échéant, nous conseiller sur ce que nous ne devons pas faire. Et peut-être, Jennifer, je vous rends la parole pour voir si vous avez d'ultimes observations avant que nous ne concluions. Merci à toutes les personnes qui participent à cet appel. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'amélioration des soins dans le passé, qui y participent aujourd'hui et qui y participeront dans l'avenir. J'espère que nous pourrons vraiment aller de l'avant et, comme Abby Hoffman vient de le dire dans la boîte de dialogue, dire non au statu quo et parvenir à un avenir meilleur, plus sécuritaire et de plus grande qualité pour le système de santé. Soyez des nôtres et merci. Merci à tous d'avoir participé à cette séance
et restez à l'écoute. Un avenir plus grand et différent nous attend. Votre téléconférence est terminée. Merci pour votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher.